Enregistrement. Bismillah ala barakatillah. Septième séance de cours. Et nous passons au 12e chapitre. Et ce 12e chapitre va s'intéresser à la notion du marché de change, mais aussi à la notion du cours de change. Mais avant de traiter ce 12e chapitre, j'aimerais rapidement préciser quelques questions de cours à retenir et à préparer à partir du premier chapitre. Et ça vous donne une idée sur le genre de questions que vous êtes amenés à préparer, mais aussi au genre de questions auxquelles vous allez vous attendre dans vos examens avec une idée sur les, les points ou la note qui sera attribuée à chaque question. Donc la première question, les institutions financières internationales. Donc là, d'une manière plus précise, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et vous êtes amené à préparer un document d'une page ou de 2 pages maximum sur l'origine de ces institutions financières internationales, leur mission, leur réalisation, mais aussi les critiques qui sont adressées à ces deux institutions financières internationales. Deuxième question, quelles sont les caractéristiques, les limites et les réalisations de la balance commerciale marocaine? Évidemment, il y a 2 séances qui ont été accordées à la discussion de cette question. Donc, il vient de faire une synthèse de ces 2 séances, mais aussi de les rédiger. Troisième question, définir le concept de l'admission temporaire, préciser son objectif et indiquer ses limites. Donc là aussi, c'est une discussion que nous avons vue ensemble. Et il faut revenir sur le concept pour mieux le définir, pour préciser ses objectifs et enfin pour indiquer ses limites. Dernière question que nous avons vue et que nous avons traité les 2 dernières séances, elle est relative à la balance des paiements et on vous demande de donner l'ensemble des caractéristiques de la balance des paiements, bien sûr marocaine lorsqu'on dit, donc il vaut mieux préciser, donc je considère au lieu de paiement marocain, il vaut mieux dire la balance des paiements marocains. Donc là, voilà les questions que vous êtes amenés à préparer, 5 principales, je dirais, questions. Alors là, donc j'ai un problème. Je ne sais pas, est-ce que vous avez encore le partage ou non? Vous avez le partage? Oui, monsieur. Très Oui, bien. monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. Donc maintenant au 2e chapitre. Alors dans ce 2e chapitre, nous avons distingué auparavant plusieurs types d'opérations à l'international. Nous avons les opérations commerciales, les opérations financières et les opérations d'investissement. Opérations commerciales, exportation et importation. Opérations financières, je pense essentiellement aux emprunts et aux prêts à l'international. Et évidemment, les opérations d'investissement, que ce soit investissement étranger au Maroc ou les investissements marocains à l'étranger. Et toutes ces opérations exigent une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. Pourquoi? Comme on le verra par la suite, parce que le dirham est une monnaie purement nationale, une monnaie qui est utilisée comme un moyen de paiement à l'intérieur des frontières marocaines. Et partant de là, il n'est pas accepté comme un moyen de paiement en dehors du territoire marocain. Partant de là, toute transaction à l'international exige soit la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, soit
la conversion de la monnaie internationale en monnaie nationale. Je commence par un premier exemple, le cas des exportations. Lorsqu'une entreprise marocaine exporte, il exporte en devise. Encore, la facture, il est libellé en devise. L'encaissement sera effectué en devise. Mais cette entreprise, sa comptabilité, elle est tenue en dirham. Et sa richesse, encore sa rentabilité, il est aussi calculé en dirham. Partant de là, cette entreprise sera amenée à vendre des devises, sera amenée à convertir la monnaie internationale en monnaie nationale. Et évidemment, il s'agit dans ce cas-là d'une offre de devises. Si je prends le cas d'une entreprise importatrice, il importe en devises et à l'origine, il dispose des dirhams. Pour importer, il sera amené dans ce cas-là à convertir la monnaie nationale en monnaie internationale. Cette entreprise, dans ce cas-là, est-ce qu'il doit acheter ou il doit vendre des devises? Acheter les devises. Il Acheter doit les deux. acheter des devises. Est-ce qu'il s'agit d'une offre ou d'une demande de devises? Demande de Demande de devises. devise. Il s'agit Demande de devise. d'une demande de devises. Très bien. Passons maintenant au cas d'une entreprise étrangère qui veut investir en Maroc. Son capital de départ, est-ce qu'il est en monnaie nationale ou bien en monnaie internationale? Monnaie International. internationale. Nationale. Mais bien sûr, pour investir sur le territoire national, tous les paiements sont effectués en monnaie National. Nationale. sera dans ce cas-là amené à quoi? À convertir la monnaie internationale en monnaie nationale. Est-ce qu'il doit acheter ou il doit vendre des devises? Vendre Vendre les devises. Vendre des devises. Vendre des devises. Est-ce qu'il s'agit d'une offre ou d'une demande de devises? Offre de Offre de de devises. devise. Offre de devise. Il s'agit d'une offre de devises. Et évidemment, si je prends le cas inverse d'une entreprise marocaine qui désire investir à l'étranger, son capital c'est en dirham, mais il ne peut pas investir à l'étranger en dirham. Dans ce cas-là, il sera amené à quoi? Il sera amené à convertir la monnaie nationale en monnaie internationale. Est-ce qu'il achètera ou il va vendre des devises? Il va acheter les devises. Acheter les devises. Acheter les devises. Sera évidemment amené à acheter des devises. Est-ce qu'il s'agit d'une offre ou d'une demande de devises? Une Demande de devise. Demande de devise. De devises. Très bien. Si je prends par exemple le Trésor public qui emprunte suite au lancement d'un emprunt obligataire sur le marché international. Alors là, la somme mobilisée à l'international, c'est en dirham ou c'est en devise? Le Trésor public emprunte sur le marché international en En lançant devise. En devise. En devise. des bons de trésor sur le marché international. Bien sûr, le capital qu'il recevra, c'est un capital en devise. En devise. Il sera amené à quoi? Il sera amené à convertir cette fois-ci la monnaie internationale en monnaie nationale. Et partant de là, nous aurons achat ou vente de la devise. Achat de la devise. Achat de la devise. Achat ou vente de la devise. Le Trésor public. vente de Vente de la devise. Le Trésor public reçoit ou un emprunt en devise, mais bien sûr, pour faire les paiements sur le marché national, les paiements seront effectués en dirham. Et partant de là, il sera amené à convertir les devises en monnaie nationale. Il s'agit d'une vente de devises et partant de là, nous avons une offre de devises.
Donc là, ce que on peut constater en résumé, c'est que toutes les transactions à l'international se matérialisent soit par une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, ou de la monnaie, dans la monnaie internationale en monnaie nationale, ou de la monnaie nationale en monnaie internationale. Cette conversion, c'est ce qu'on appelle une opération de change. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une opération de change? Une opération de change est une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale pour exécuter une transaction internationale. Donc voilà la première définition de la science d'aujourd'hui. Par opération de change, on entend une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou une conversion de la monnaie internationale en monnaie nationale dans le cadre d'une transaction internationale, qui peut être une transaction commerciale ou une transaction financière ou une transaction d'investissement à l'international. Et chaque opération de change ne donne soit une offre, soit une demande de devise. Et l'offre et la demande, qu'est-ce qu'ils ne donnent? Que ne donnent l'offre et la demande d'une manière générale? Une transaction. Offre, entrée de devises. D'une manière générale, sans préciser la nature du bien. Si je vous Prix. C'est un marché. Un marché. Le prix. Le Entrée prix. de devises. l'offre et la demande, Une circulation. C'est la rencontre de l'offre et la demande, c'est le marché. Donc ça nous donne un marché. L'offre et la demande de la tomate nous donnent le marché de la tomate. L'offre et la demande de la force du travail nous donnent le marché du travail. L'offre et la demande des capitaux nous donnent le marché des capitaux. Et bien sûr, l'offre et la demande de devises, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent un marché de change, ou ils nous donnent un marché de devises. Donc là, nous avons défini l'opération de change et nous avons dit que l'opération de change nous donne une offre et une demande, ou les opérations de change nous donnent soit l'offre, soit la demande de devise, et l'offre et la demande de devise nous donnent un marché qu'on appelle le marché de change. Donc le marché de change, évidemment, n'est rien d'autre que l'offre et la demande de devises émanant des opérations de change suite aux transactions internationales. Maintenant, la confrontation de l'offre et de la demande, qu'est-ce qu'il nous donne? Le prix. Prix. Il nous donne la Le confrontation de l'offre et de la demande, nous donne bien sûr un prix. La confrontation de l'offre et de la demande de la force du travail nous donne le salaire. La confrontation de l'offre et de la demande des capitaux nous donne le taux d'intérêt. La confrontation de l'offre et de la demande des actions ou des obligations nous donne le cours des actions et des obligations. La confrontation de l'offre et de la demande d'un bien nous donne le prix de ce bien. Et la confrontation de l'offre et de la demande de la devise, ce qu'il nous donne, Un taux de change. Prix de change. soit taux de change, soit cours de change. Le cours de change. Donc la confrontation de l'offre et de la demande de la devise nous donne soit le taux de change, soit le cours de change. Et je précise d'ores et déjà, à partir de maintenant, que pour le cas du Maroc, ce que nous utilisons, c'est la notion du cours de change. Donc, je répète, ce que nous utilisons en Maroc, c'est la notion de cours de change, et non pas la notion de taux de change. Certes, généralement, on ne fait pas de différence entre les deux, entre cours de change et taux de change. Il existe une véritable différence, j'y reviendrai par la suite. Habituellement, on considère taux de change comme cours de change, malgré que ces deux concepts qui sont complètement différents.
Et je précise que ce que nous utilisons pour le cas marocain, c'est la notion de cours de change. Autrement, la confrontation de l'offre et de la demande de la devise nous donne, pour le cas marocain, le cours de change. À l'international, il peut donner soit le taux de change, soit le cours de change. Et je reviendrai par la suite pour préciser quelle est la différence entre ces deux concepts. Très bien. Alors là, nous avons dit l'offre et la demande de la devise nous donnent un marché qui est le marché de change. Si on s'intéresse maintenant à l'importance de ce marché de change sur le plan international, alors je donnerai quelques statistiques. Entre 1950 et 2000, le PIB mondial a été multiplié par 6. Donc, je répète, entre 1950 et 2000, le PIB mondial a été multiplié par 6. Ici, je prends surtout la période entre 1943 et 1973. L'économie mondiale a connu une croissance rapide, un développement économique très rapide. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc, les 30 glorieuses concernent la période de 1944. Donc là, bien sûr, la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1973. Et cette période a connu une évolution rapide de l'économie mondiale où il a enregistré une croissance rapide. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et partant de là, lorsque je dis le PIB mondial a été multiplié par 6 entre 1950 et 2000, c'est évidemment une partie importante de ce qu'on appelle les 30 glorieuses qui s'est caractérisée par une croissance rapide de la production mondiale, du PIB mondial et de la valeur ajoutée, bien sûr, mondiale. Si je m'intéresse à la même période, mais cette fois-ci au développement du commerce international, on constate que le commerce international, le volume des transactions à l'international a été multiplié par 16. Le PIB mondial a été multiplié par 6, alors que le commerce international a été multiplié par 16, ce qui nous donne un développement rapide des échanges internationaux, bien sûr des exportations et des importations. Une part très importante de la production a été destinée aux exportations partout dans le monde. C'est ce qui nous a donné un autre concept, qui est le concept cette fois-ci de la mondialisation et de la globalisation. Alors, le premier concept, c'était le concept des 30 glorieuses, avec une évolution rapide du PIB mondial après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1973 et le premier choc pétrolier et d'autres événements qu'on aura l'occasion de présenter par la suite. Et ensuite, le deuxième concept que j'ai avancé, c'est le concept de la globalisation et de la mondialisation. Et le concept de la mondialisation signifie bien sûr une forte interdépendance des économies et il s'est matérialisé par une extension rapide du commerce international, une extension rapide de la part du PIB mondial destinée aux transactions à l'international. Mais malgré ce développement rapide du commerce international, on constate, comme vous le voyez ici au niveau de la diapositive, que le marché de change constitue 40 fois celui du commerce international. Donc, certes, le commerce international s'est développé beaucoup plus rapidement, mais
le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de change, il dépasse et de loin aussi bien la production mondiale que le commerce international planétaire. Et on constate que pour la même période, plutôt le chiffre d'affaires sur le marché de change, il est 40 fois celui du commerce international. Et ici, quelques précisions. Lorsque je parle du PIB mondial, lorsque je parle de la production, lorsque je parle de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle la sphère réelle. Lorsqu'on parle des échanges internationaux et surtout du commerce international, on parle aussi de la sphère réelle. Mais lorsqu'on parle de l'achat d'actions, de l'achat d'obligations, lorsqu'on parle de achat et vente de devises, dans ce cas-là, on parle de la sphère financière. Et ce que vous allez constater, c'est la chose suivante, c'est que la sphère financière se développe beaucoup plus rapidement que la sphère réelle. Donc, un troisième constat. Premier constat, c'est les 30 glorieuses, caractérisées par une croissance rapide du PIB mondial. Deuxième constat, c'est la mondialisation, une forte interdépendance des économies lors de la deuxième moitié du millénaire précédent. Et troisième constat, et troisième concept, c'est la déconnexion de la sphère financière par rapport à la sphère réelle. On constate que le marché de change, évidemment, qui s'intéresse essentiellement à l'achat et la vente de devises, mais aussi aux opérations de couverture sur les devises, ce marché de change se développe beaucoup plus rapidement que la sphère réelle. Et ce constat, on peut le trouver sur les autres marchés financiers ou sur les autres marchés des capitaux, à l'instar du marché des obligations ou ce qu'on appelle le marché des taux, ou encore le marché des actions et des obligations, les marchés boursiers, mais aussi au niveau du marché des produits dérivés. Donc la finance, il se développe beaucoup plus rapidement que la réelle. Maintenant, si on devrait répondre à la question suivante, pourquoi ce développement rapide du marché d'échange, des marchés de change? Pourquoi cette explosion de marché de change? On peut avancer 4 principales raisons. La première raison, vous l'avez devant vous, c'est l'intensification des flux financiers, mais aussi c'est l'intensification des flux commerciaux sur la scène internationale. Donc la première raison expliquant l'explosion ou le développement rapide des marchés de change réside dans l'intensification des flux commerciaux et des flux financiers à l'international. Et on avait vu au début de la science, nous avons dit que toutes les opérations à l'international, que ce soit exportation ou importation ou emprunt ou prêt ou investissement, ils se matérialisent obligatoirement par une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. Et ces opérations de change nous donnent un chiffre d'affaires très important sur ce marché qui est le marché de change. En plus de cela, nous avons toutes les opérations de couverture qui se font sur ce marché. Donc là, l'intensification des flux financiers, l'intensification des flux commerciaux à l'international nous donne une augmentation assez conséquente, une augmentation remarquable des opérations de change, que ce soit achat ou vente ou couverture sur le marché de change à l'international. C'est la première raison qui, évidemment, nous donne ce développement rapide. Nous avons dit que les 50 dernières du millénaire précédent, le marché de change ou le chiffre d'affaires sur le marché de change, il est 40 fois la valeur du commerce international. Deuxième raison principale, c'est cette notion de déréglementation. Pour mieux préciser cette notion de déréglementation,
J'ai un certain nombre de questions à vous poser. La première question, est-ce que j'ai le droit, j'ai bien dit le droit, ils n'ont pas la possibilité. Est-ce que j'ai le droit de convertir n'importe quelle quantité de dirhams en euros pour couvrir les dépenses d'un séjour touristique, par exemple en Espagne? Oui ou non? Non, monsieur, il y a une Non, limite. non. Ouais, Non, il y a non. Il y a une limite. Comment on appelle cette limite? Non, monsieur. Comment on appelle cette limite? la dotation touristique. Très bien. On l'appelle la dotation touristique. Il s'élève à quel montant? 15 50, 000. 50 000. 15 000. 15 000 dirhams. Non, 40 000 ou 50 000, je pense. 15 000 c'est la dotation et commerce. Monsieur, 200 000. 200 000. Donc là, je précise que la dotation touristique au Maroc aujourd'hui, elle s'élève à 45 000 dirhams par an, avec la possibilité d'aller jusqu'à effectivement 200 000 dirhams, mais attention, avec la possibilité d'augmenter le montant en fonction de l'impôt sur le revenu. Donc là, il peut être majoré avec 10% de l'impôt sur le revenu, mais avec un seuil maximal qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, la dotation touristique, d'une manière normale, aujourd'hui, elle est de 45 000 dirhams, avec la possibilité d'augmenter cette dotation en fonction de l'impôt sur le revenu. Autrement, on n'est pas libre de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale pour un séjour touristique à l'étranger. Je passe à une deuxième question. Supposons que vous avez hérité une somme de 100 millions de dirhams. Est-ce que vous pouvez utiliser une part de cette somme pour acquérir ou pour acheter une résidence secondaire à Marbella, en Espagne, ou par exemple en Turquie, à Istanbul, en Turquie? Oui ou non? Non. Oui. Alors, Non, quel est le monsieur. problème qui se pose? Question, est-ce qu'on peut acquérir cette résidence secondaire en dirham ou on est obligé de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale? On est obligé On est obligé de convertir On est la monnaie. obligé de internationale. convertir la monnaie nationale en monnaie On internationale. est obligé de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale. Et partant de là, il faut obligatoirement respecter la réglementation de change. Donc, la réglementation de change, d'une manière générale, son objectif principal, c'est de fixer les conditions de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale. Toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un compte dans une banque suisse avec cette somme que j'ai héritée de 100 millions de dirhams? Oui. Oui, Je pense que oui. Vous pensez que oui. Est-ce que ce compte peut être ouvert en dirhams? Non, Non. Non, monsieur. non. on non, va monsieur. convertir en euros. Donc, une autre fois, Non, monsieur. nous sommes amenés à respecter la La réglementation réglementation. de... La règlement. Conversion. Vraiment. Alors là, une autre question. Est-ce que en tant que particulier, j'ai le droit d'investir cette somme de 100 millions de dirhams dans un pays étranger, par exemple au Sénégal ou en Espagne ou dans une autre destination? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, on peut. Vous avez bien sûr répondu d'une manière affirmative.
Et je vous signale que si vous revenez rien qu'à l'examen de l'année dernière, vous allez trouver cette parenthèse comme question du cours. Alors là, la parenthèse est relative à la notion de la convertibilité de la monnaie. Et d'ores et déjà, je précise qu'il existe 3 formes de convertibilité. La convertibilité totale, contrôle d'échange, 2 cas extrêmes. Il y a un cas intermédiaire, c'est la convertibilité partielle. Donc, je répète, on a 3 formes de convertibilité. Prenez un maximum de notes, s'il vous plaît. On a 3 formes de convertibilité. Convertibilité totale, contrôle d'échange et convertibilité partielle. Je précise ici que je parle de la convertibilité de la monnaie nationale en monnaie internationale et non l'inverse. Je ne m'intéresse pas à la convertibilité de la monnaie internationale en monnaie nationale. Vous pouvez convertir la monnaie internationale en monnaie nationale rien qu'à travers des guichets automatiques sans un véritable souci. Mais lorsqu'on dit réglementation de change et lorsqu'on s'intéresse à la convertibilité du dirham, par exemple, on s'intéresse aux possibilités de conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale. Alors, je commence par le premier concept, la convertibilité totale. La convertibilité totale signifie la possibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, quel que soit le motif et sans restriction. Donc, je répète, la convertibilité totale signifie la possibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale quel que soit le motif et sans restriction. Alors là, je vais m'arrêter au niveau de la notion de quel que soit le motif. Les 2 dernières séances du cours, je me suis intéressé à la balance des paiements. Et nous avons dit, la balance des paiements, c'est 2 principales rubriques. Donnez-moi les 2 principales rubriques. Compte de transaction Compte de courante et transaction le courante compte et financier. Et le compte financier, très bien. Le compte financier s'intéresse à quoi? Mouvement des capitaux. Très bien. Donc là, lorsque je dis la convertibilité totale signifie la possibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, quel que soit le motif, on a 2 motifs, soit transaction courante, soit mouvement des capitaux. Et ces 2 concepts, on les a largement discutés lors des 2 séances précédentes. Donc, lorsqu'on dit convertibilité totale, il signifie la possibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, que ce soit pour les biens ou les services, ou le revenu primaire, ou le revenu secondaire, ou l'ensemble des flux de capitaux, investissements, prêts, emprunts, crédits commerciaux, etc. Sans restriction. Donc là, en principe, la restriction ne porte ni sur la nature de la transaction, ni sur le montant de la transaction. Je passe maintenant au 2e cas extrême. Convertibilité totale, c'est le premier cas extrême. Maintenant, contrôle d'échange, c'est le 2e cas extrême. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contrôle d'échange?
c'est impossibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale sans autorisation des autorités compétentes. Donc, je répète, contrôle d'échange, 2 points, c'est l'impossibilité de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale sans autorisation des autorités compétentes. Ici, je prends le cas du Maroc. L'autorité compétente, c'est l'Office d'échange. Je ne peux pas convertir la monnaie nationale en monnaie internationale sans avoir l'autorisation de l'Office d'échange. Troisième cas, c'est convertibilité partielle. Convertibilité partielle. C'est la possibilité de conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, mais avec des restrictions. Mais avec des restrictions. La convertibilité est autorisée dans ce cas-là. La convertibilité est autorisée dans ce cas-là. La plupart du temps pour les transactions courantes. Vous mettez entre parenthèses et parfois avec des restrictions. Et parfois avec des restrictions. Les transactions courantes, vous les connaissez. Quelles sont les 4 rubriques des transactions courantes? Les biens et les services, le revenu primaire, le revenu secondaire. Salman, Bouabi. C'est les biens et les services, le revenu primaire et le revenu secondaire. Très bien. Donc, ce sont les 4 rubriques des transactions courantes. Alors là, la plupart du temps, lorsqu'on dit convertibilité partielle, il est dédié à ces transactions courantes, c'est-à-dire les exportations, surtout les importations de ces transactions courantes qui exigent une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale. L'autorisation, elle est automatique. Alors, là, grosso modo, après définition, et pour répondre aux questions que nous avons données, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un compte dans une banque suisse? Est-ce que j'ai le droit d'acquérir une résidence secondaire à l'étranger? Est-ce que je peux investir en tant que particulier à l'étranger? Est-ce qu'en tant que particulier, j'ai le droit d'acheter des actions ou des obligations à l'étranger? Pour répondre à cette question, il revient de préciser quelle est la nature de la convertibilité du dirham. Et pour ce faire, je vais sortir du PowerPoint et je vais essayer de passer au Paint et là, j'aurai des problèmes. Je n'arrive pas à sortir. Il y a des difficultés à lancer le Paint. Je vais essayer une autre fois.
au partage. Est-ce que maintenant vous avez le partage, oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors là, alors vous avez un axe chronologique que vous allez essayer de, en même temps de préparer avec moi. Un axe chronologique. Et je vais commencer par une première date remarquable. Cette première date remarquable, c'est l'année où le dirham a été institué comme monnaie nationale. Et Banque le Maghreb a été institué au Maroc comme banque centrale. À votre avis, c'est quelle année? 1957. Non, ce n'est pas 1957. 1959. Exact, c'est 1959. 1959. 1959. Donc ici, en bas de 1959, vous mettez création de la BAM, création de la BAM, création de la BAM et institution du dirham, institution du MAT. Du marocain dirham, comme monnaie nationale. Maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce que nous avons eu comme monnaie avant le dirham? Le franc. Le troc. Le franc, quel franc? Marocaine. Exact. Très bien, nous avons le franc marocain. Donc le franc marocain. Jusqu'à quelle année? 1957. 1957. Wow, nous avons dit le dirham a été institué comme monnaie nationale à partir 1959. de 1959. 59. 1958. 1959. Donc jusqu'en 1959, vous avez ici, bien sûr, vous mettez le franc marocain. Franc marocain. Donc vous écrivez franc marocain. Donc ici, franc marocain. Franc marocain. Et bien sûr, par la suite, ça va de soi. Bon, je sais pas, je vous apprends rien. À partir de cela, qu'est-ce que nous avons? À partir de cette date, qu'est-ce que nous avons? Le dirham marocain. Dirham marocain. La monnaie marocaine, le dirham marocain. Le marocain dirham ou mat. Donc, nous avons le dirham marocain. En même temps, bien sûr, vous prenez avec moi le schéma, s'il vous plaît. Le dirham marocain. Nous avons le dirham marocain. Mais ce n'est pas là mon objectif. Mon objectif principal, c'est de discuter de la convertibilité de la monnaie nationale. Que ce soit le franc marocain ou que ce soit, bien sûr, le dirham marocain. Alors là, je commence par l'indépendance. Notre indépendance, on l'avait eue en quelle année? 1956. 1956, très bien. Alors là, qu'est-ce que ça signifie l'indépendance? D'une manière la plus simple possible. Une séparation Une séparation. du protectorat français. Mais d'une manière la plus simple possible.
on a été colonisé. Qu'est-ce qui s'est passé en 1956? Nous Une avons... libéralisation. Ce n'est pas la libéralisation, puisque la libéralisation, c'est un autre concept qui n'a rien à voir avec, évidemment, l'indépendance. D'une manière très simple, nous avons le départ du colonisateur. Ce départ du colonisateur, à votre avis, sur le plan financier, il sera accompagné de quoi? Et de devises. De quoi? Sortie de devises. Très bien, de sortie de devises. Il sera accompagné d'une fuite de capitaux, une fuite massive de capitaux. Alors, parmi les trois formes de convertibilité, quelle est la convertibilité qui pourrait nous permettre de limiter cette fuite de capitaux? Total. Convertibilité totale. Alors, c'est la convertibilité totale qui va nous permettre de limiter les fuites de capitaux. Le contrôle de change. Évidemment, c'est exact, c'est le contrôle d'échange. La convertibilité totale signifie la possibilité de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale sans aucune restriction. Et le colonisateur, dans ce cas-là, si vous dites la convertibilité totale, il peut convertir sans aucun souci le franc marocain en franc français. Il quitte le territoire national. Et dans ce cas-là, vous intensifiez la fuite des capitaux. Donc, quelle est la nature de la convertibilité qui pourrait nous permettre de limiter la fuite des capitaux? Contrôle de change. Partiel, convertibilité Le partielle. contrôle de change. Contrôle d'échange. On va se mettre, évidemment, ce colonisateur à un contrôle d'échange. Autrement, il ne peut pas sortir avec des capitaux sans avoir une autorisation de l'office d'échange. Il ne peut pas convertir le franc marocain en franc français sans avoir une autorisation de le faire. Et partant de là, à votre avis, quelle est la nature de la convertibilité qui s'impose au lendemain de l'indépendance? Quelle est la nature de la convertibilité qui s'impose? Pour limiter la fuite des capitaux, quelle est la nature de la convertibilité qui s'impose? Total. Alors vous dites, on va limiter la fuite des capitaux avec la convertibilité totale. Non. Alors avec quoi on peut limiter? Monsieur, partiel. Partiel. Partiel, encore? Contrôle de change. Contrôle de change. Échange. Je vous ai donné la réponse avant. Je vous ai dit pour limiter la fuite des capitaux suite au départ du colonisateur, le colonisateur, son départ, il peut être accompagné d'une fuite massive de capitaux. Et partant de là, pour limiter cette fuite massive de capitaux, et nous, on en a vraiment besoin au lendemain de l'indépendance, on était amené à instaurer un contrôle d'échange. Maintenant, en quelle année ce contrôle d'échange a été institué? C'est juste après l'indépendance. C'était en 1957. Donc là, une autre date remarquable, 1957. 1957. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1957? On a instauré quoi? On a instauré le contrôle d'échange. On a instauré le contrôle d'échange. À partir, nous avons dit de quelle année? À partir de 1957. À partir de 1957. Donc là, à partir de 1957, nous avons le contrôle d'échange. Donc, vous mettez en haut, juste sur le tiret, contrôle d'échange. Vous pouvez le faire plus rapidement que moi. Je ne maîtrise pas trop le Paint, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Donc ici, nous avons contrôle
d'échange. Alors, quel est l'objectif de ce contrôle d'échange instauré en 1959? Éviter les fuites des capitaux. Faire face à la fuite des capitaux. Contrôle d'échange. L'objectif principal, donc vous le mettez, l'objectif principal du contrôle d'échange instauré en 1959 est de limiter la fuite des capitaux. Il a été instauré de 1957 jusqu'en 1990. Je vais revenir à la date de 1900, pardon, jusqu'en 1993. Donc là, jusqu'en 1993. « 1993. Donc, le Maroc a institué le contrôle d'échange de 1957 à 1993 en fonction ou bien pour limiter la fuite des capitaux. Et là, je précise que contrôle d'échange signifie l'impossibilité de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale sans avoir une autorisation de l'Office d'échange. Et je précise que ces autorisations peuvent être données d'une manière plus souple et plus facile, comme il se peut que l'obtention de l'autorisation soit plus dure. Autrement, les contrôles ou le contrôle d'échange, il peut être soit, donc on peut avoir soit des assouplissements, soit des durcissements en fonction des réserves de change dont on dispose. Donc je répète, on a appliqué le contrôle d'échange de 1957 à 1993 afin de faire face à la fuite des capitaux, surtout suite au départ des colonisateurs. Et le contrôle d'échange a connu des assouplissements ou des durcissements en fonction des réserves de change dont on dispose. La dernière fois, je vous ai dit en quoi sont mesurées les réserves de change. Bonjour. Bonjour, plus exactement. Et je vous ai dit, ils sont de 7 quoi? Les réserves de change au Maroc aujourd'hui s'élèvent à combien? 7 mois. 7 mois d'importation. Donc les réserves de change, les avoirs en devises, le stock de devises dont on dispose, il est mesuré en jours d'importation, encore en mois d'importation. Et je vous signale qu'aujourd'hui, nous disposons de 7 mois d'importation de réserves de change, ce qui signifie que les réserves de change dont on dispose sont à un niveau très satisfaisant. Le seuil généralement recommandé, c'est 4 mois. Nous, aujourd'hui, nous sommes à 7 mois d'importation. Donc, les autorisations sont accordées en fonction des réserves de change dont on dispose et on peut avoir à l'époque soit des assouplissements lorsque les réserves de change sont suffisantes, soit des durcissements lorsque les réserves de change sont insuffisantes. Je continue et je passe à la période avant 1957. Encore avant 1956. C'est la période de quoi? Convertibilité totale. Je parle du cas du Maroc, cette période. C'est quelle période? Période de colonisation. Colonisation. De colonisation. Dites-moi, quel est l'objectif du colonisateur? Quel est l'objectif du colonisateur?
Exploiter la richesse. Exact. C'est exploiter les richesses nationales. Exploiter les richesses nationales. Alors, pour faciliter à ce colonisateur l'exploitation des richesses nationales et pour lui faciliter la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale, quel est le type de convertibilité qu'on va utiliser? La convertibilité totale. La convertibilité totale. La convertibilité totale, exact. La convertibilité totale. Donc là, avant 1957, la monnaie marocaine, le franc marocain à l'époque, il est totalement convertible. Donc là, nous avons la convertibilité totale. Convertibilité totale. Convertibilité totale. Alors là... Monsieur, c'est convertibilité. Vous avez écrit convertibilité. Merci. Merci, tout en sachant qu'il est très difficile de corriger. Là, je vais juste essayer de mettre un V. Bon. Convertibilité totale. Ça n'a pas marché. Bon. Donc, il faut tout effacer et réécrire. Bon, convertibilité totale. Donc, j'ai dit que l'objectif du législateur à l'époque, c'est de faciliter la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale en faveur du colonisateur français et faciliter l'exploitation des richesses nationales. Très bien. Je passe maintenant à 1993. Mais avant 1993, je vais ouvrir une autre parenthèse. Parenthèse dans la parenthèse. Alors là, je vais mettre une autre date remarquable. Une autre date remarquable, c'est 1983. Alors, à votre avis, sur le plan économique, à quoi correspond l'année 1983? Programme d'ajustement structurel. Très bien, mademoiselle, programme d'ajustement structurel, le PAS, ou le plan d'ajustement structurel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner quelle est la définition d'un programme d'ajustement structurel? Et je vous signale que la majorité des pays en voie de développement ont appliqué ce programme d'ajustement structurel. Et très récemment, des pays même développés ont été amenés à appliquer ces programmes d'ajustement structurel pour sortir de la crise. Et je pense au cas de la Grèce en 2007, 2008, 2009, comme on peut penser au cas de, bien sûr, de l'Italie, au cas de l'Espagne, et avant au cas du Brésil, de l'Argentine, etc., de la Russie, etc. Mais les années 80, la majorité des économies en développement, dont le Maroc, ont appliqué un programme d'ajustement structurel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un programme d'ajustement structurel? C'est un programme de référent économique. Donc, il s'agit, donc vous écrivez, il s'agit des réformes économiques. Il s'agit des réformes économiques appliquées sous l'égide. Donc là, vous êtes contrôlé. Sous l'égide, qui vous contrôle? Qui vous impose l'application de ce programme d'ajustement structurel? Le Fonds monétaire international. Les institutions financières internationales. Sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, suite à une crise économique. À une crise économique. Alors, je reviens à l'histoire économique du Maroc au début des années
Je vous signale qu'il y avait des vrais problèmes de gouvernance, notamment les années 70. Il y avait des erreurs de politique économique. En même temps, il y a un certain nombre de chocs exogènes. La guerre qui a été imposée au Maroc au niveau du Sahara marocain. Nous avons le choc ou les chocs pétroliers qui ont coûté très cher pour le Maroc en tant que pays importateur du pétrole. Une augmentation spectaculaire des taux d'intérêt sur le marché international. Et le Maroc était amené à l'époque à emprunter d'une manière massive. Et s'ajoute à tous ces chocs exogènes plusieurs années de sécheresse récurrente depuis le début des années 80. Résultat, le Maroc était arrivé à ce qu'on appelle à l'époque une situation de crise cardiaque. La crise économique au Maroc s'est manifestée par plusieurs déséquilibres. Alors, quels sont ces déséquilibres? Premier déséquilibre, c'est un déficit très élevé, un déficit budgétaire très élevé. Deuxième déséquilibre, un déficit de la balance des paiements courants flagrant. Troisième déséquilibre, des taux d'inflation très élevés ou encore des tensions inflationnistes, un taux d'inflation à 3 chiffres, pardon, un taux d'inflation à 2 chiffres. Il était de 17% en 1979. Quatrième symptôme de la crise, un taux de croissance économique faible. Cinquième symptôme de la crise, un stock d'endettement extérieur ou un taux d'endettement extérieur très élevé. Et le dernier symptôme de crise, c'est épuisement des réserves de change. Donc les symptômes de crise, déficit budgétaire, déficit de la balance des paiements courants, taux d'inflation élevé ou tension inflationniste, taux de croissance faible, taux d'endettement élevé, épuisement des réserves de change. Alors, si je prends que les deux derniers symptômes de crise, taux d'endettement à l'international élevé, et épuisement des réserves de change, lorsqu'on dit un endettement à l'international, automatiquement, on devrait penser au remboursement. Le remboursement se fait en devises et je vous ai dit qu'on a eu épuisement des réserves de change. Selon certains auteurs, les réserves de change en 1983 a été de 1 jour d'importation. Ça signifie quoi? Ça signifie que nos réserves de change sont épuisées et nous ne sommes plus capables d'honorer nos engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds. Nous ne pouvons plus rembourser nos dettes et en même temps, nous ne pouvons plus faire face aux besoins d'importation à l'international. Alors, si je prends que les difficultés de remboursement pour une entreprise, lorsqu'une entreprise est endettée et elle n'a plus possibilité de rembourser ses dettes, on parle de quoi? Si l'entreprise est endettée et ne peut pas rembourser ses dettes. Il est insolvable. Oui, Jamila?
il est insolvable. Situation de Oui. faillite. Et lorsqu'on Faillite. Faillite. Situation de déséquilibre. situation de faillite. Donc là, il y a le lancement du processus de faillite de l'entreprise. Donc vous imaginez un pays comme le nôtre, en 1983, qui n'a plus la possibilité d'honorer ses engagements. Il ne restait qu'une seule solution, c'est faire appel au Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour des endettements ou pour un endettement supplémentaire. Sauf que cet endettement ne peut avoir lieu sans l'application de ces programmes, sans l'application du programme d'ajustement structurel. Et évidemment, c'est très dur. Ce programme d'ajustement structurel, il y a encore des problèmes que nous vivons jusqu'aujourd'hui à cause de ce programme d'ajustement structurel. Alors là, en quoi il consiste ce programme d'ajustement structurel? Et vous prenez, s'il vous plaît, un maximum de notes. Ce programme d'ajustement structurel, nous avons dit, c'est l'adoption de réformes économiques sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour sortir d'une crise économique. Et le Maroc se trouvait dans une telle situation en 1983. Il a été amené à appliquer un programme d'ajustement structurel. Que nous reprochent les institutions financières à l'international? D'une manière très simple, ils nous reprochent le fait que nous consommons ou le fait que nous dépensons plus que ce que nous produisons. Le Maroc consomme et dépense plus que ce qu'il produit. Alors là, il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'il faut réduire ce que nous consommons. D'un point de vue économique, il faut réduire la demande globale. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut augmenter ce que nous produisons. Autrement, il faut augmenter l'offre globale. Partant de là, le programme d'ajustement structurel a deux objectifs. Premier objectif, c'est le rétablissement des équilibres macroéconomiques, notamment à travers la réduction de la demande globale. Deuxième objectif, c'est l'instauration d'une économie du marché. Je précise que le FMI et la Banque mondiale optent pour une idéologie libérale et capitalistique. Et partant de là, ils recommandent, pour l'amélioration de l'offre globale et de la production, l'instauration d'une économie de marché. Et qu'est-ce qu'on entend par l'instauration d'une économie du marché? C'est faire régner les mécanismes du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Maintenant, lorsqu'on parle de la demande globale, en principe, quelles sont les composantes de la demande globale? Si vous pouvez me donner une idée, votre cours de la première année en macroéconomie. Les investissements. Les investissements pour l'entreprise. La consommation. La consommation pour les ménages, très bien, Leïla. De l'épargne. Alors, pour l'État, qu'est-ce qu'il faut? Donc, quelle est la variable ou quel est l'agrégat de la demande globale pour l'État? Les dépenses publiques. Les dépenses publiques. Les Les investissements. dépenses publiques, grand G, les dépenses publiques. Et enfin, nous avons, pour le reste Les du monde, exportations de biens et de Les services. exportations pour le reste de monde. les exportations. Donc, quatre principales composantes de la demande globale. La consommation finale, bien sûr, l'investissement pour les entreprises, les dépenses publiques pour l'État, et enfin,
des exportations pour le reste du monde. Maintenant, l'État désire réduire la demande globale. Parmi ces 4 variables, quelle est la variable qu'il met le plus? L'investissement. La dépense publique. Les dépenses publiques. Bien sûr, il peut agir sur toutes les variables, mais la variable sur laquelle il agit rapidement et d'une manière plus efficace, c'est les dépenses publiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me donner quelles sont les composantes des dépenses publiques? 3 composantes principales des dépenses publiques. Dépenses de fonctionnement. D'investissement et relative au service de la dette publique. Eh bien, donc dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement ou d'infrastructure, et enfin, les services de la dette. Dépenses de fonctionnement, c'est généralement les salaires, en plus du budget de la caisse de compensation. Investissement ou équipement, dépenses d'équipement, c'est en principe l'investissement public et aux infrastructures. Services de la dette et les relatifs, bien sûr, au remboursement de la dette principale et intérêt. Maintenant, si je vous dis quelle est la rubrique que l'État peut réduire rapidement. Les dépenses de fonctionnement. Non, dépenses d'investissement. Les salaires, Les salaires, oui. Non. L'État ne peut pas réduire donc il y a vous avez un sérieux problème de micro, il vous dérangez évidemment tout le monde. Donc j'ai dit que l'État, la rubrique la plus difficile à toucher, c'est dépenses de fonctionnement, les salaires des fonctionnaires. Je vais y revenir par la suite, mais j'ai dit la rubrique que l'État peut réduire immédiatement et sans grande difficulté. C'est la rubrique dépenses d'équipement. Et effectivement, suite à l'application du programme d'ajustement structurel, nous avons réduit d'une manière substantielle nos dépenses d'équipement et d'infrastructures, arrêt des constructions des écoles, arrêt des constructions des universités, des lycées, des dispensaires, des hôpitaux, des routes, des autoroutes, des barrages, etc. Soit arrêt définitif, soit report, soit la réduction évidemment, ou la limitation de ces dépenses d'équipement. Et le problème était double. Si je prends par exemple le cas de l'enseignement public, lorsqu'on dit arrêt de construction d'écoles, les années 80, les années 70 et les années 80 ont connu une forte augmentation ou ont connu un taux de croissance démographique très élevé. Il arrivait, évidemment, massive de jeunes élèves sur, évidemment, la scène de l'enseignement. Donc, vous imaginez une arrivée massive d'enfants à l'âge de scolarisation et en même temps, on arrête la construction des écoles. Même scénario pour la santé.
une augmentation remarquable des besoins sur la santé publique et l'État était amené à réduire ses investissements au niveau des besoins, au niveau de la santé d'une manière générale. Arrêt de construction d'hôpitaux, de dispensaires, etc. La même chose pour les autres services publics. Donc l'État, il était amené à réduire d'une manière drastique ses investissements ou ses infrastructures pour réduire la demande globale. Deuxième, donc là, on parle en principe de l'époque de l'austérité. En arabe, taqashuf. Cette époque d'austérité a été aussi accompagnée d'un certain nombre de mesures au niveau des dépenses de fonctionnement. Il s'agit essentiellement du gel des salaires, donc une stagnation des salaires, mais aussi du lancement des départs à la retraite. Donc, lorsqu'il y a un départ à la retraite ou un départ volontaire, il n'y avait aucun remplacement. Si je reviens une autre fois au cas de l'enseignement, vous imaginez l'arrivée massive de jeunes enfants à l'âge de scolarisation. Vous l'imaginez en même temps avec arrêt de construction d'écoles et arrêt de recrutement. C'est ce qui nous a donné à l'époque des classes de 50 élèves, de 60 élèves et même de plus. Et c'est ce qui nous a donné des classes avec des multiniveaux. Une classe avec 3 niveaux différents pour un même enseignant. Et vous pouvez imaginer les conséquences de cette situation. Même remarque par rapport au secteur de la santé. L'État, dans cette situation difficile, était amené à réduire le budget, évidemment, d'investissement et de recrutement dans le secteur de la santé, alors que les besoins étaient des besoins de plus en plus croissants. À cela s'ajoutent d'autres mesures, la mise en place de tous les impôts que vous connaissez maintenant, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt général sur le revenu à l'époque, remplacé aujourd'hui par l'impôt sur le revenu, l'IS, etc. Et évidemment, ces impôts sont de nature à affecter et la consommation et l'investissement. En plus de cela, d'autres mesures ont été prises. Je prends le cas des évaluations successives du dirham. J'y reviendrai par la suite pour mieux expliciter de quoi il s'agit. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif de cette austérité, c'est de réduire la demande globale pour instaurer des équilibres macroéconomiques. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'instauration d'une économie de marché. Et l'instauration d'une économie du marché signifie l'option pour une économie libéralisée. Encore, faire régner le marché et déterminer les prix sur les marchés à travers l'offre et la demande. Et partant de là, plusieurs réformes de libéralisation ont été adoptées de 1983 jusqu'à aujourd'hui. Je peux prendre par exemple la réforme bancaire avec la libéralisation des taux d'intérêt. Je peux prendre la réforme de la bourse en 1993. Je peux prendre les opérations de privatisation qui ont été lancées par le Maroc et dont l'objectif principal est de libéraliser ou de céder les entreprises publiques au secteur privé.
je peux prendre aussi le cas de la libéralisation du commerce extérieur, etc. Toutes ces opérations-là peuvent être considérées comme des opérations de libéralisation de l'économie et de l'instauration d'une économie du marché. Maintenant, si vous me dites quels sont les résultats de l'application de ce programme d'ajustement structurel, je vous répondrai en 4 mots. Un échec social, mais avant cet échec social, un succès économique. Donc, je répète, le bilan global, un succès économique et un échec social. Si auparavant, on peut accepter ces 4 mots, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut se poser la question, à quoi sert un succès économique accompagné d'un échec social? À quoi sert une croissance économique ou des équilibres macroéconomiques qui ne permettent pas d'améliorer les conditions sociales? Aujourd'hui, on parle de la croissance inclusive, de la croissance pro-pauvre, des concepts que vous pouvez développer dans vos mémoires de fin d'études. On parle du développement humain durable, de la croissance durable. Beaucoup de concepts qui exigent à ce que la croissance économique soit en faveur des conditions sociales, surtout des couches défavorisées. Alors, si je reviens au PASS, je vous ai dit que c'est un succès économique. Pourquoi c'est un succès économique? Parce qu'effectivement, on a réduit le déficit budgétaire à un niveau soutenable et acceptable. On a même pu avoir une balance des paiements courants excédentaire. Et donc jusqu'en 2007, 1987 jusqu'en 2007, on a eu une balance des paiements courants équilibrée ou légèrement excédentaire. On a pu maîtriser l'inflation. Donc, le taux d'inflation est très faible et comparable au niveau des pays occidentaux. On a pu améliorer les taux de croissance, le taux de croissance économique. On a pu réduire le taux d'endettement et on a pu reconstituer les réserves de change. Donc, vous voyez que les déséquilibres ébranlés ou les équilibres ébranlés au départ ont été rétablis. On a pu avoir un déficit budgétaire soutenable, une balance des paiements courants équilibré, un taux d'inflation maîtrisé, un taux de croissance amélioré, un taux d'endettement amélioré et une reconstitution des réserves de change. Et par rapport aux réserves de change, on est passé parfois à presque 1 an d'importation. Maintenant, sur le plan social, le programme d'ajustement structurel est à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'enseignement. Il est à l'origine de la dégradation de la qualité de la santé. Il est à l'origine de la dégradation de la qualité des services publics. Il est à l'origine de la pauvreté, de la propagation de la pauvreté. Il est à l'origine de la marginalisation. Il est à l'origine des exclusions. Et d'une manière globale, il est à l'origine de la détérioration du développement humain au Maroc.
Et tous les rapports internationaux mettent en évidence cette détérioration du développement humain au Maroc. Et beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment à partir de 2005, avec l'Initiative nationale de développement humain, pour corriger ces effets très substantiels du programme d'ajustement structurel sur le Maroc. Très bien. Tout cela pour revenir à l'année 1983 et à notre objectif, qui est la convertibilité. Alors là, nous avons dit, parmi les objectifs du programme d'ajustement structurel, c'est l'instauration d'une économie du marché en 1983. Est-ce que l'instauration d'une économie du marché peut aller en parallèle avec le contrôle des changes? J'attends vos réponses. 1983, l'application du programme d'ajustement structurel. Et parmi ces objectifs, c'est la libéralisation de l'économie. Est-ce que le contrôle des changes va en parallèle avec la libéralisation de l'économie? Non. Non. Donc là, il faut Non, on a passer. une diminution de la demande globale. Donc là, ça n'a rien à voir avec la notion de la demande globale. Ici, juste d'un point de vue idéologique et d'un point de vue logique. 1983, on a mis en place le programme d'ajustement structurel et parmi ces objectifs, c'est la libéralisation de l'économie. Est-ce qu'on peut parler de la libéralisation de l'économie alors qu'on ne peut pas convertir la monnaie nationale en monnaie internationale sans avoir l'autorisation de l'Office d'échange? Évidemment, non. D'où la nécessité de passer à une autre forme de convertibilité. Et quelle est cette convertibilité? Bien sûr, Convertibilité partielle. C'est la convertibilité partielle. Il a été appliqué en quelle année au Maroc? 2007. Il a été appliqué en quelle année au Maroc? 2007. Vous l'avez directement. 2007. Pourquoi vous cherchez 2007? 1993. 1993. Donc là, 1993. Donc à partir de 1993, vous mettez convertibilité partielle. Convertibilité partielle. Alors, l'objectif de la convertibilité partielle, c'est évidemment de contribuer, ou c'est une mesure, c'est une réforme prise dans le cadre du programme d'ajustement structurel et l'instauration de l'économie du marché. Donc, je répète, la convertibilité partielle rentre dans le cadre de la réforme de l'économie marocaine afin d'instaurer une économie de marché. Afin d'instaurer une économie du marché, entre parenthèses, un des principaux objectifs du PAS. Maintenant, cette convertibilité partielle, bien sûr, signifie la possibilité de la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale avec des restrictions. Et nous avons dit, cette convertibilité partielle, c'est plus pour les transactions courantes. Donc déjà, on peut commencer à répondre à nos questions. Ouvrir un compte dans une banque suisse, est-ce que c'est une transaction courante ou c'est un mouvement de capitaux? Mouvement de capitaux. Transaction courante. Non, ce n'est pas une transaction courante, c'est un mouvement de capitaux.
Investissement à l'étranger. Transaction courante ou c'est un mouvement de capitaux? Mouvement de capitaux. Mouvement de capitaux. Achat d'un logement d'une manière générale, même au Maroc. L'achat d'un logement au Maroc, est-ce qu'il s'agit de la consommation finale ou d'un investissement? Cours de macroéconomie. Consommation. Consommation Cours finale. absolument non, absolument pas. Cours de macroéconomie de la première année. Il s'agit d'un C'est un investissement. investissement. C'est un investissement. Investissement, monsieur. Il fait partie de l'investissement. Donc là, achat d'un logement à Marbella en Espagne ou à Istanbul en Turquie, c'est un mouvement de capitaux ou c'est une transaction courante? C'est un investissement. Mouvement de capitaux. Mouvement de capitaux. Un mouvement de capitaux. Achat d'actions et d'obligations, transaction courante ou mouvement de capitaux? Mouvement de capitaux. Mouvement de capitaux. Et la convertibilité partielle, il nous donne le droit de convertir la monnaie nationale en monnaie internationale pour les transactions courantes ou pour les mouvements de capitaux? Les transactions courantes. Alors, et je reviens pour répondre à toutes les questions d'une manière négative, en disant que on n'a pas le droit d'ouvrir un compte dans une banque suisse. On n'a pas le droit d'avoir une résidence secondaire à Marbella. On n'a pas le droit en tant que particulier d'investir à l'étranger, en tant que personne physique. On n'a pas le droit en tant que personne physique, en principe, d'acheter des actions et des obligations à l'étranger. Pourquoi? Parce que toutes ces transactions exigent la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale. Exigent le respect de la réglementation de change. Et nous, on est dans le cas d'une convertibilité partielle. Et cette convertibilité partielle, elle est en principe relative aux transactions courantes. Sauf que nous avons, à partir de 2007, beaucoup de modifications. Et je passe à une année remarquable, à une autre année remarquable, c'est l'année 2007. Alors, 2007, vous mettez juste en bas ici, en bas de 2007, première ouverture du compte capital. Première ouverture du compte capital. Est-ce que vous avez un nouveau partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors là, vous avez l'affaire de l'année 2007. Alors, lisons rapidement qu'est-ce qu'il nous dit cette circulaire. La présente circulaire a pour objet d'informer les intermédiaires agréés. Les intermédiaires agréés, ce sont les banques qui sont autorisées de transférer pour le compte de qui? Des personnes morales. Je ne parle pas des personnes physiques. Les fonds nécessaires au financement de leur investissement à l'étranger. Bien sûr, l'investissement, nous avons dit, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mouvement de capitaux. Et on constate que pour le Maroc, la convertibilité elle est en train de s'améliorer, ou le niveau de convertibilité est en train de s'améliorer. Et en 2007, on a la possibilité, les personnes morales, les entreprises ont la possibilité de convertir le dirham en monnaie internationale pour investir à l'étranger sans avoir d'autorisation ou sans demander une autorisation préalable de l'office d'échange. Mais avec des conditions. Même les entreprises, c'est avec des conditions. Alors, voyons les conditions. Quelles sont les conditions? La première condition,
c'est qu'il faut que la personne morale soit inscrite au registre de commerce et ayant au moins 3 années d'activité. Donc ici, il ne faut pas créer des entreprises pour favoriser la fuite des capitaux. Je ne peux pas créer une entreprise aujourd'hui et prétendre demain investir à l'étranger. Donc, je devrais obligatoirement respecter cette première condition. Je prends l'exemple de la période du confinement. Malheureusement, nous avons eu des entreprises qui ont commencé à vendre des autorisations. Et évidemment, il s'agit ici des entreprises, des pseudo-entreprises qui ont été créées pour profiter de l'occasion et vendre des autorisations. Donc là, c'est la même chose. Le législateur refuse la création des entreprises pour transférer des fonds par la suite à l'étranger. Et partant de là, l'une des conditions, c'est qu'il faut que l'entreprise soit inscrite au niveau du registre de commerce pour au moins 3 ans. Deuxième chose, il faut que les comptes de l'entreprise soient certifiés. C'est-à-dire il faut que les comptes soient fiables. Il faut qu'il y ait une transparence au niveau des comptes de l'entreprise. Il est très difficile pour l'entreprise d'avoir cette certification, sauf s'il s'agit d'une entreprise, bien sûr, gouvernée, bien structurée, etc. Troisième condition, il faut que l'investissement soit réalisé au nom de l'entreprise marocaine. Donc, il faut que l'investissement soit à la propriétaire de l'entreprise marocaine. Et l'objectif, une autre fois, c'est d'éviter les fuites de capitaux. Une quatrième condition, c'est qu'il faut que l'investissement à l'étranger de cette entreprise, il faut qu'il soit une suite logique de son activité principale. Donc là, il faut dire que l'entreprise, donc si je prends par exemple Tessalat Lamrib, il a investi à l'étranger dans les télécommunications. L'OCP, il a investi en Afrique aujourd'hui, mais dans les activités des phosphates. Doha, c'est dans la construction et la promotion immobilière, etc. Les banques, ils investissent dans le métier de la banque à l'étranger. Pour le montant en 2007, à investir à l'étranger, il était de 30 millions de dirhams. Alors là, 30 millions de dirhams par an, par année civile. Alors je reviens à mon schéma, à mon axe chronologique. Donc 2007, une première ouverture de compte capital. Maintenant, une autre année remarquable, c'est en 2011. Donc ici, vous mettez en 2011. Renforcement de l'ouverture du compte capital convertible total. En 2011, qu'est-ce que nous avons? Un renforcement de l'ouverture du compte capital. Donc 2011, nous avons un renforcement de l'ouverture du compte capital. Et le montant à investir à l'étranger, il est passé de 30 millions à 100 millions de dirhams en Afrique et à 50 millions de dirhams en dehors de l'Afrique. Mais nous avons beaucoup d'autres ouvertures, notamment la carte de paiement électronique à l'international, l'augmentation des dotations touristiques, etc. Et je précise qu'à la fin, vous devrez le mettre ici, tout à la fin de l'axe, vous mettez tendance vers une convertibilité totale. Tendance vers une convertibilité totale. Je ferme cette parenthèse et je reviens pendant 5 ou 6 minutes pour terminer la première section de notre cours. Alors là, nous avons dit que le marché de change à l'international a connu une évolution rapide. Et j'avais donné une première raison.
La première raison, c'était une intensification des flux commerciaux et financiers à l'international. La deuxième raison, comme on le voit dans l'exemple marocain, on est en train d'assouplir la réglementation de change et tout assouplissement de la réglementation de change signifie encourager les opérations de change, notamment la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale et de la monnaie internationale en monnaie nationale. Donc, deuxième raison principale expliquant l'explosion des marchés de change à l'international, c'est la déréglementation ou les assouplissements de la réglementation de change à l'international. Et je vous ai donné le cas marocain. Aujourd'hui, nous tendons vers plus d'assouplissement de la réglementation de change qui signifie la simplification des procédures pour la conversion, pour l'achat et la vente de devises. En même temps, on essaie de limiter au maximum les intermédiaires, ce qui permettrait de développer davantage les opérations. Troisième raison principale, c'est le développement des technologies d'information et de communication. Le développement de ces technologies d'information et de communication, il facilite l'achat et la vente de la devise, comme il facilite la demande des opérations de couverture. Je prends par exemple un investisseur français qui se trouve à Paris. Il peut acheter grâce aux technologies d'information et de communication, comme il peut vendre, comme il peut demander de couverture à n'importe quel moment de la journée et dans n'importe quelle place à l'étranger. Il est à Paris, il peut donner l'ordre d'achat ou de vente de devises à la place de Sydney, à la place de Casablanca, à la place de Francfort, à la place de New York, etc. Donc, grâce aux technologies d'information et de communication, il est aujourd'hui plus facile de réaliser des opérations d'achat et de vente. Quatrième raison principale, les cours ont connu de fortes fluctuations depuis le début des 70. Donc, il y a de fortes fluctuations des cours. Et qui dit forte fluctuation des cours, dit incertitude. Et qui dit incertitude, dit risque. Et qui dit risque, dit découragement de la production, découragement des exportations, découragement des importations, découragement d'investissement à l'international, découragement des placements à l'international, découragement des emprunts à l'international, de toute façon, découragement de toutes les transactions à l'international. Mais ça n'a pas été le cas. Grâce à quoi? Grâce au développement des produits dérivés. Donc là, les fluctuations des cours n'ont pas affecté les transactions à l'international du fait que les agents économiques disposent bien sûr de techniques de couverture contre le risque de change. Donc là, vous avez les 4 éléments ou les 4 raisons qui expliquent ce développement rapide du marché international. Si maintenant je m'intéresse à la nature des opérations. Alors pour la nature des opérations, on distingue entre les opérations au comptant et les opérations à terme. Et j'aimerais que ces concepts soient maîtrisés une fois pour toutes. Lorsque je dis marché à terme, marché forward, opération à terme, opération forward, au cours à terme, cours forward, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on détermine, on fixe le cours de change aujourd'hui, mais quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise à l'échéance pour l'achat ou la vente de devises. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une opération de change à terme? C'est la fixation immédiate d'un cours de change qui va être utilisé à l'échéance pour l'achat et la vente de devises. On dit opération à terme, cours à terme et marché à terme. Le cours, il est fixé aujourd'hui, mais quand est-ce qu'il doit être utilisé? À l'échéance pour l'achat et la vente de devises. On dit un cours à terme ou un cours forward. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par opération au comptant, cours au comptant, au marché au comptant? On fixe le cours aujourd'hui
ou immédiatement, et on l'utilise immédiatement, c'est-à-dire aujourd'hui même, pour l'achat ou la vente de la devise, ou à la rigueur, dans 2 jours ouvrables. Donc le cours, il est fixé immédiatement, il doit être utilisé immédiatement ou dans 2 jours ouvrables pour l'achat ou la vente de la devise. Et dans ce cas-là, on dit opération au comptant, on dit marché au comptant, on dit le cours au comptant ou le cours spot. Donc, une première distinction, cours à terme, c'est un cours qui est fixé aujourd'hui, mais qui va permettre l'achat et la vente des devises à l'échéance. Cours au comptant ou le cours spot, c'est un cours qui est fixé aujourd'hui, immédiatement, et qui va nous permettre aujourd'hui, encore immédiatement, d'acheter et de vendre des devises, aussi bien aujourd'hui que dans les 2 jours qui suivent, les 2 jours ouvrables. Maintenant, la différence entre les transactions, la nature des transactions. S'il s'agit de l'achat et de la vente de devises entre les banques, on dit des opérations interbancaires. Lorsqu'il s'agit d'une opération entre la banque et ses clients, particuliers et entreprises, on dit opération avec la clientèle ou transaction avec la clientèle. Donc, interbancaire, c'est l'achat et la vente des devises entre banques ou c'est la couverture entre banques. Maintenant, transaction avec la clientèle. Donc là, en principe, c'est l'achat et la vente ou la couverture par la clientèle. Donc l'achat des devises ou la vente des devises par la clientèle ou la demande de la couverture par la clientèle auprès d'une banque commerciale. Maintenant, quelles sont les principales places mondiales? Il y a 3 principales places, c'est Londres, New York et Tokyo. Alors là, vous avez une idée sur les chiffres. La première place mondiale, avec pratiquement le 1/3 des opérations, c'est la place de Londres. La deuxième place mondiale, c'est celle de New York, avec environ 20%. Donc Londres au départ, ensuite en deuxième lieu c'est New York, pardon, avec le 1/5 des opérations, et en troisième place nous avons Tokyo avec environ 10%, suivi de Singapour et de Hong Kong. Maintenant, si je vous donne juste une idée sur les statistiques de 2007, ils sont anciennes, mais ils vous donnent une idée. Le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le marché de change international a été de 2400 milliards de dollars par jour, la moyenne. 2400 milliards de dollars par jour. Alors, si je prends la place de Singapour, alors là, si je prends les 5 pays, ils totalisent environ 70% des transactions sur le marché de change. Si je prends Singapour, par exemple, en 2007, avec les 5 virements, le chiffre d'affaires réalisé en une seule journée sur la place de Singapour, il est de 120 milliards de dirhams, pardon, 120 milliards de dollars. Il est de 120 milliards de dollars. Et nous, notre PIB aujourd'hui, pendant une année, ce que nous produisons pendant une année, c'est 115 milliards de dollars. Ça vous donne une idée sur l'importance de ces marchés. Et je n'ai pris qu'un seul cas, c'est le cas du Singapour. Le chiffre d'affaires que réalise le Singapour sur le marché de change, une seule journée, il dépasse la richesse que nous créons pendant une année. La séance prochaine, Inch'Allah, je passerai à la formalisation des cours de change, à leur signification, et je vais ouvrir une parenthèse sur les effets de la dévaluation et de la dépréciation. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.